Mesdames et messieurs, cher Nicolas Marc, chers amis, je voudrais d'abord vous dire ma joie d'être ici parmi vous aujourd'hui au Biennale international du spectacle, qui sont le cœur battant des arts vivants et qui consacrent Nantes une fois encore comme capitale de l'essentiel. Merci au magazine La Scène qui en est l'organisateur, auquel je souhaite un excellent anniversaire. En 2016, vous fêtez en effet vos 20 ans, cela a été dit. Et pour tous les artistes, pour tous ceux qui travaillent au service des arts et de la culture, votre revue et les biennales apportent l'une et l'autre une contribution infiniment précieuse au débat. Je parlais à l'instant de Nantes comme d'une capitale de l'essentiel, car c'est bien l'essentiel, pour ne pas dire l'urgence de l'essentiel, que recherchent aujourd'hui même les Français dans la vie artistique et culturelle de notre pays. Et de fait, beaucoup d'entre vous l'ont dit à l'instant, l'année 2015 et son cortège d'événements tragiques ont ébranlé la France, qui a été blessé dans sa chair et attaqué dans ses valeurs. En novembre, au Bataclan, le monde du spectacle, et singulièrement celui de la musique, a payé un très lourd tribut, et pas un jour ne se passe sans que nous y pensions tous. Vous avez compris, avant beaucoup d'autres, que c'était la culture que visaient ces assassins. Et nous savions, vous et moi, qu'arrêter de jouer aurait pu laisser croire aux terroristes qu'ils avaient remporté une victoire. Vous êtes donc remontés sur scène, professionnels et artistes, vous vous êtes battus pour cela. Et pour que vous puissiez le faire sans risque, je me suis battue également à mon tour. Le fonds de soutien exceptionnel que j'avais annoncé pour soutenir les structures qui traversent des difficultés depuis les attentats est désormais opérationnel et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont depuis sollicité. Nous continuerons à être attentifs aux questions posées par toutes les institutions concernées. Si aujourd'hui les Français se tournent vers les artistes, c'est parce qu'ils veulent comprendre ce qui s'est passé. C'est parce qu'ils veulent donner du sens à ce que nous avons vécu. C'est parce que blessés dans ce qui les lie, ce qui les relie, ils veulent pouvoir à nouveau éprouver ce qui nous rassemble, malgré tout et en dépit de tout. Ma conviction est que pour raconter qui nous sommes et l'éprouver ensemble, rien ne remplacera jamais l'art. Rien ne remplacera jamais le spectacle vivant. Depuis ce soir du 13 novembre, je repense souvent à ces mots de Victor Hugo que j'avais prononcés quelques heures avant les attentats en inaugurant le tout nouveau théâtre de Sénart. Le théâtre, disait-il, n'est pas le pays du réel. Le théâtre, c'est le pays du vrai. Il y a des cœurs humains dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la scène. Je crois qu'il n'existe aucun lieu où l'on partage et où l'on éprouve avec autant d'acuité la condition humaine. Sur un plateau, l'histoire s'écrit avec le corps. Je crois qu'il est beaucoup question, au cours des débats qui se tiennent ici, d'une certaine forme de responsabilité culturelle dans le réenchantement nécessaire de la société. Et je crois pour ma part que jouer, faire jouer, jouer partout où on le peut et ne jamais s'arrêter de jouer est la plus belle des façons pour les artistes et pour tous les professionnels qui travaillent à leur côté d'exercer cette responsabilité. C'est ainsi que vous apportez une réponse aux Français qui attendent tant de vous et de la culture. Et vous permettre de jouer, quoi qu'il arrive, est l'une des réponses que je peux apporter, et mon ministère avec moi, avec le concours des collectivités. Depuis que le président de la République m'a confié la responsabilité du ministère de la Culture et de la Communication, je n'ai à vrai dire pas eu autre chose en tête. C'est pour que rien ne vous empêche de jouer, c'est pour qu'aucune censure ne puisse s'exercer, c'est pour que rien ne suscite l'autocensure, que j'ai voulu consacrer dans la loi la liberté de création. Ce principe est posé avec force dans l'article 1. Quant à la liberté de diffusion et à la liberté de programmation, qui sont les corollaires, elles sont également consacrées comme une responsabilité des pouvoirs publics et des États et des collectivités locales. Nous continuerons d'en débattre dès le début du mois prochain au Sénat. J'ai entendu, et je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'a dit Agnès Tricot, j'ai entendu Jean-Louis Bonin à l'instant se demander si nous avions perdu la bataille idéologique de la culture et évoquer les grands chantiers qu'il convient de mener à présent tous ensemble. Ce que je voudrais dire, c'est que les politiques prioritaires ou les chantiers prioritaires qu'il a évoqués à l'instant, que sont la démocratisation, la question de l'accès, la participation de tous à la culture, l'éducation artistique et culturelle, j'ai eu le sentiment dans son expression qu'il disait que ce sont des chantiers à ouvrir,
comme si rien n'avait été fait depuis 10, 20 ou 30 ans. Je voudrais vous dire que depuis que j'ai pris mes fonctions, mais cela ne fait que 18 mois, c'est court, c'est beaucoup mais c'est court, j'ai eu à cœur précisément de donner un contenu à ces expressions que l'on utilise beaucoup comme des incantations, et donc en croyant en quelque sorte à une forme de pouvoir performatif des mots, mais sans véritablement, et là je rejoins Jean-Louis Bonin, sans vraiment leur donner un contenu opérationnel. Et je ne veux pas donner l'impression d'être dans le déni d'une situation ou dans l'auto-congratulation, mais je crois honnêtement que depuis 18 mois, beaucoup de choses ont été faites pour l'éducation artistique et culturelle et pour la démocratisation. Et en tout cas, ces deux priorités constituent pour moi les chantiers prioritaires de l'année 2016. Depuis ma prise de fonction, nous avons travaillé avec Najat Vallaud-Belkacem pour que dans le cadre de l'école, l'éducation artistique et culturelle ait une véritable substance, un véritable contenu. Et nous avons défini ce que doit être un parcours éducatif et culturel au sein de l'école. Parce que jusqu'à présent, la qualité des enseignements dépendait de la personnalité des professeurs d'art plastique qui très souvent en avaient la charge. Eh bien, nous avons défini un cursus, un programme, en précisant que chaque enfant devait, au cours des cycles successifs d'enseignement, en primaire ou jusqu'au collège, être mis en contact avec une œuvre, être mis en contact avec un artiste, avoir une production personnelle, avoir une pratique artistique. Nous avons également dégagé des moyens et demandé à l'ensemble des académies, des rectorats, que la pratique amateur, la pratique artistique soit également prioritaire, et en particulier toutes celles qui sont les moins intimidantes parce que ne nécessitant pas la médiation d'un instrument. Je pense en particulier à la chorale, à la danse, au théâtre, à l'improvisation théâtrale. Et donc ce sont des chantiers qui ont été engagés depuis déjà 1 an. Vous savez bien que ce sont des chantiers qui prennent parfois le temps d'une génération pour commencer à produire leurs effets, mais je ne peux pas laisser dire sans répondre ici que rien n'a été fait et que ces chantiers restent complètement à engager. Donc nous avons véritablement engagé avec ma collègue Najat Vallaud-Belkacem ce chantier de l'éducation artistique et culturelle. Mais celui-là ne s'arrête pas évidemment au mur de l'école. Et moi, j'ai décidé depuis ma prise de fonction de réinvestir massivement les médiathèques, les conservatoires, qui sont des structures de proximité, qui ont cette répartition très capillaire sur le territoire français. Précisément parce que ce sont des structures de proximité, j'ai décidé de m'appuyer de manière beaucoup plus forte sur ces structures, de rétablir aussi et de renouer les liens avec l'éducation populaire qui avait été un peu abandonnée parce que probablement l'animation socio-culturelle a toujours eu un peu mauvaise presse au sein du ministère de la Culture. J'ai décidé, moi, de ressolliciter l'ensemble de ces réseaux qui me paraissent indispensables pour mener une véritable politique d'éducation artistique et culturelle dont l'objectif est bien l'émancipation individuelle et collective à apporter aux plus jeunes. Donc, ces chantiers-là, nous les avons lancés, nous avons consacré des moyens. Vous le savez, j'ai eu un budget en augmentation cette année et l'ensemble des moyens nouveaux que j'ai obtenus, je les consacre prioritairement à l'éducation artistique et culturelle, en particulier dans les territoires relégués, ceux dans lesquels l'offre culturelle est insuffisante. Je pense aux zones rurales ou périurbaines dans lesquelles, effectivement, nous étions trop absents. S'agissant de la loi, moi, je pense qu'elle est parfois nécessaire pour acter la séparation de l'artistique et du politique. J'ai entendu beaucoup dire que finalement c'était inutile de proclamer la liberté de création, mais j'ai également entendu tout à l'heure Agnès Tricouart dire quel avait été son combat pendant 15 ans pour faire reconnaître dans la pratique et maintenant dans la loi cette liberté. Donc je pense que c'est un combat qui n'est pas si inutile que ça. Et je crois que parfois proclamer solennellement les choses a également une forte symbolique et une forte vertu pédagogique et morale. Et donc, cette séparation de l'artistique et du politique, elle me paraît très importante, aussi importante que lorsqu'on a acté finalement la séparation de l'Église et de l'État, alors que la bataille de la laïcité était déjà menée et engagée depuis longtemps. Donc je réponds que oui, offrir une sécurité juridique aux principaux outils des politiques culturelles, à commencer par les labels par exemple, peut parfois s'imposer. Et pas uniquement pour le présent, bien que les atteintes répétées à la liberté de création, et oui, moi aussi elles m'inquiètent, qui se sont manifestés ces derniers mois nous interpellent collectivement. Mais pour l'avenir aussi, car nous ne savons pas, nous représentants de la nation, nous professionnels de la culture, de quoi l'avenir de l'art sera fait. Et donc je réponds tout simplement, enfin, que la loi fait partie de la bataille culturelle et que cette bataille, il ne faut jamais cesser de la mener.
et je crois qu'Agnès Strécoire me rejoindra sur cette conviction. Je voudrais m'arrêter un instant pour répondre aussi à une interpellation de Sainte Agnès, et aujourd'hui la Sainte Agnès. Je trouve d'ailleurs assez amusant et finalement humoristique qu'Agnès Strécoire ait choisi de mentionner le fait que voilà, aujourd'hui c'est sa fête, une fête plutôt religieuse, pour essayer d'invoquer précisément la liberté de création par rapport à tous ceux qui essayent de l'attaquer pour des motifs qui peuvent être identitaires, religieux, de bienséance, etc. Et donc, ce que je voudrais dire, alors je ne sais pas si ça la satisfera complètement, c'est que vous l'avez vu et vous l'avez cité depuis plusieurs mois, mais même depuis quelques années, effectivement, nous avons des atteintes répétées à la liberté de création, beaucoup dans le secteur de la création cinématographique, qui sont l'objet d'associations souvent d'extrême droite et souvent assez intégristes dans leur idéologie. Et donc, j'ai décidé d'engager, il y a plusieurs mois déjà, une réflexion avec le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques, Jean-François Marie, pour adapter notre droit. Parce que, Agnès Strécoire l'a cité à juste titre, la protection des mineurs fait l'objet d'un certain nombre de dispositions dans le Code du cinéma, donc c'est les fameux décrets qui définissent de quelle manière nous devons classifier les films moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans et films X. Et puis, il y a également ces dispositions du Code pénal qui, là, évidemment, dépassent très largement le champ de la culture, mais qui sont des articles de protection, donc les articles L227-24 du Code pénal qui protègent les mineurs des messages à caractère violent, pornographique, etc., qu'a cité Agnès Strécoire tout à l'heure. Et donc, effectivement, il y a eu, au début des années 2000, donc c'était bien avant 2014, en 2014, c'était seulement une codification qui a été opérée. En 2001, il a été fait le choix, effectivement, de lier un peu les mains du ministre de la Culture en matière de classification des films pour les plus de 18 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a finalement plus du tout de marge d'interprétation pour le ministre lorsqu'il y a des scènes de sexe non simulées. Le Conseil d'État, qui a été évoqué tout à l'heure par Agnès Strécoire, applique la loi. C'est le juge suprême de l'ordre administratif. Il applique la loi et les règlements. Et donc j'ai demandé à Jean-François Marie de quelle façon nous pourrions essayer de revisiter l'ensemble de ces textes pour faire en sorte que l'expression artistique puisse avoir une appréciation singulière compte tenu de l'intention d'un artiste, de l'intention d'un auteur, qui n'est pas la même que l'intention d'un politique ou d'une autre forme d'expression. Et donc ce rapport me sera remis à la fin du mois et j'entends bien en tirer des conséquences et en tirer les conséquences dans notre droit positif pour pouvoir faire évoluer les choses, donner davantage de marge au ministre en charge de la classification, donc de la culture, pour pouvoir redonner davantage de liberté de création aux auteurs et faire en sorte que l'appréciation du droit se fasse en tenant compte de la singularité de ce qu'est une œuvre d'art. Donc voilà, je ne sais pas si ça répondra complètement aux interrogations d'Agnès Strécoire. Je crois que oui, pour une bonne part. En tout cas, c'est une décision que j'avais prise depuis déjà de longs mois pour faire en sorte que cette réglementation soit aménagée. Mais une loi consacrant la liberté de créer n'est évidemment rien sans les moyens qui permettent d'exercer cette liberté. Et vous le savez, je ne cesse de me battre pour que ces moyens soient confortés. Même au plus fort de la contrainte budgétaire, avant 2014, je veux le rappeler, mon ministère, ma prédécesseur, avait déjà veillé à sanctuariser les moyens consacrés à la création. Et pour 2016, je le disais à l'instant, j'en ai obtenu de nouveaux qui seront mis au service des artistes et de la création. Donc nous serons aux côtés des équipes artistiques, des ensembles et des compagnies. Nous allons réformer les aides que nous leur destinons, nous les ferons progresser. Et ce sont 8 millions d'euros de mesures nouvelles qui leur seront consacrées en 2016. Je précise que depuis juin, les établissements de création, de production et de diffusion ont déjà la possibilité d'assurer la production déléguée et donc la demande de subvention au nom d'équipes artistiques qui en ont besoin, sans que ces équipes aient à créer une structure ad hoc, ce qui, je le sais, était souvent considéré comme un obstacle. Nous serons également aux côtés de la nouvelle génération d'artistes pour les aider à émerger, à se lancer, à s'insérer dans la profession. Et mon ministère consacrera 7 millions d'euros au soutien du compagnonnage, aux lieux intermédiaires, aux résidences d'artistes.
Ces solutions avaient particulièrement émergé des assises de la jeune création que j'avais organisées au début de l'année 2015. Et donc 2016 sera l'année de la mise en œuvre de ces mesures. Donc vous le voyez, un chantier qui a été mené début 2015 et qui entrera en vigueur pour une grande partie en 2016, avec des moyens mis en face de ces engagements. Nous serons aux côtés des producteurs qui font le pari de la création et qui soutiennent les jeunes artistes grâce à un crédit d'impôt en faveur du spectacle vivant musical et des variétés. La liberté de création n'est rien sans les moyens qui vont avec, elle n'est rien sans les emplois qui vont avec. Les artistes doivent pouvoir vivre de leur travail et ils doivent pouvoir en vivre dans de bonnes conditions. C'est pourquoi mon premier combat, avec le soutien du Premier ministre, fut de stabiliser le régime de l'intermittence. Et je veux une nouvelle fois saluer le concours d'Hortense Archambault, de Jean-Denis Combrexel et de Jean-Patrick Gilles. Je suivrai bien sûr avec la plus grande attention les négociations qui vont s'engager entre les partenaires sociaux pour le renouvellement de la Convention sur l'assurance chômage. Et je souhaite très sincèrement qu'en 2016, la crise de l'intermittence soit définitivement derrière nous. À la stabilisation du régime, il faut ajouter la création du Fonds pour l'emploi que le Premier ministre a annoncé lors de la conférence pour l'emploi dans le spectacle vivant en octobre dernier. Ce fonds représente autant de moyens supplémentaires pour soutenir votre activité dans sa structuration et dans son fonctionnement. J'avais évoqué quelques lignes de force, notamment la mutualisation des moyens entre les entreprises et le soutien aux groupements d'employeurs, le développement de projets à la mise en scène exceptionnelle ou à la distribution nombreuse, ou encore le soutien à une diffusion plus longue des œuvres dans les réseaux publics et privés. Nous sommes en train d'y travailler. Et je ne peux aborder l'emploi sans évoquer la mutation numérique et la mondialisation auxquelles nous sommes confrontés. Le numérique est une chance pour la culture. Il offre de grandes opportunités aux artistes pour faire connaître leurs œuvres et engager de nouvelles relations avec ceux qui les regardent et qui les écoutent. La mondialisation l'est aussi lorsqu'elle donne la possibilité aux œuvres de trouver un nouveau public au-delà de nos frontières. Mais il est nécessaire de construire aujourd'hui un équilibre économique pour préserver la diversité et l'exception culturelle qui font notre force. C'est le combat que nous menons pour un développement équitable de l'exploitation de la musique en ligne. Les accords que nous avons conclus et qui sont un progrès pour les artistes-interprètes sont une première mondiale. Je n'oublie pas non plus le combat que nous menons en faveur du droit d'auteur au sein des instances européennes. Il est absolument crucial pour les artistes comme pour les professionnels. Combat qui rejoint notre préoccupation constante d'affirmer une place juste pour les artistes et pour la culture dans notre modèle européen. Je n'oublie pas enfin les moyens que nous consacrons à la fois au soutien à la transition numérique, avec notamment la création d'un fonds de soutien dédié aux petits labels et aux petites plateformes pour les aider dans la mutation numérique, et à ceux que nous consacrerons à l'exportation. Notre financement du Bureau export de la musique progressera ainsi cette année d'un demi-million d'euros. Et je souhaite que cet effort supplémentaire puisse profiter à toutes les esthétiques et à tous les genres musicaux. Ce qui nous importe enfin, c'est que la liberté de création vive partout en France. Il faut pour cela un État fort et un partenariat renouvelé avec les collectivités territoriales. Je sais que vous partagez ma conviction, vous qui formez ce réseau formidable de la décentralisation culturelle, qui fait notre singularité et permet à chaque habitant de notre pays, ou presque, de pouvoir assister à un spectacle à proximité de chez lui. Un État fort, ce sont des directions régionales qui ont les moyens et l'ambition qu'on leur demande de porter. Elles font un travail exceptionnel et je veux aujourd'hui le saluer. Je sais que la réforme territoriale engagée par le gouvernement vous a parfois inquiété. Ces inquiétudes, je veux les lever. Je me suis battue pour que la capacité d'action des DRAC soit préservée et leur présence sera même renforcée à l'échelon départemental, précisément pour améliorer notre capacité de déploiement en matière d'action d'éducation artistique et culturelle. Les crédits délégués aux DRAC augmenteront d'ailleurs de 2,2% en 2016, ils atteindront 780 millions d'euros. L'État sera donc là, présent et actif à vos côtés dans les territoires. Un partenariat renouvelé avec les collectivités territoriales, c'est indispensable pour conduire une politique culturelle qui demeure, et c'est sa force, une responsabilité partagée. Ce partenariat se noue dans un dialogue constant, auquel je suis profondément attachée, et je verrai d'ailleurs prochainement les membres du Conseil des collectivités territoriales pour le développement de la culture, comme je l'ai fait en juillet dernier à Avignon. Je sais que la perspective d'une stagnation ou d'une baisse des financements des collectivités au bénéfice de la culture suscite votre inquiétude, et je la comprends. Certaines continuent encore d'invoquer les efforts de maîtrise des dépenses qui leur sont demandés par l'État pour justifier leurs décisions. Mais la culture, c'est pourtant un choix politique.
Ce choix, le gouvernement l'a fait en faisant progresser les moyens de mon ministère, alors qu'il doit, vous le savez, aussi redresser les comptes de la nation. Et donc, il importe que chacun assume ses responsabilités. Et donc, avant le pacte de sécurité qui a été proposé par le Président de la République et qui est une nécessité évidemment pour assurer la protection de nos concitoyens, vous savez que j'avais engagé une dynamique de pacte culturel avec les collectivités territoriales, précisément pour vous donner de la visibilité financière et faire en sorte que les collectivités intéressées puissent s'engager sur 3 ans à maintenir leur financement dans la durée, donc, et le ministère de la Culture s'engageant évidemment à faire de même en contrepartie. Donc avec ces pactes culturels, les acteurs culturels peuvent compter sur mon soutien. Nous avons déjà signé une 60aine de ces pactes et nous continuerons. Nous les élargirons désormais à tous les niveaux de collectivité, comme nous l'avons expérimenté avec la région Pays de la Loire en octobre dernier. J'ajoute, puisqu'il est question des régions, que des présidents nouvellement élus s'étaient engagés, lorsqu'ils étaient candidats, à augmenter les moyens, ou en tout cas les stabiliser, les conforter, les moyens qu'ils consacreraient à la culture. Et je ne pourrais que me réjouir quand cet engagement sera tenu. J'y serai évidemment vigilante, de même que je serai attentive à la façon dont ils conditionnent leurs interventions. Je mesure dans tout ceci que nous nous inscrivons dans une histoire qui n'a eu de cesse dans ces décennies de conforter le modèle français, le thème de cette plénière. Si la charte sur les missions de service public du spectacle vivant que Catherine Trautmann avait portée en 1998 reste ainsi d'actualité, nous donnons aujourd'hui à ces principes énoncés une force normative par la loi et par les décrets. Mes chers amis, j'ai évoqué en préambule cette responsabilité culturelle qui nous incombe collectivement, à l'heure où les Français recherchent dans la vie artistique de notre pays une part de ces réponses qu'ils attendent, une part de ces liens auxquels ils aspirent, dans la richesse de nos diversités et par lesquelles nous formons une nation. Jouer, ne jamais cesser de jouer et de faire jouer, fait partie de la réponse. Mais cette réponse ne sera réellement complète que si nous faisons de la démocratisation une priorité. Cette priorité, c'est celle que j'ai donnée à mon ministère et à tous les établissements publics sous sa tutelle. Car on en parle beaucoup et il s'agit désormais d'en faire et d'en faire toujours plus, en partant de ce que sont les Français et de ce à quoi ils aspirent. Sans dire que tout se vaut, il faut mieux tenir compte des pratiques artistiques et culturelles de nos concitoyens et aller là où ils sont, vers ce qu'ils sont, sans attendre qu'on vienne vers nous. Cécile Almedy évoquait à juste titre la singularité du spectacle vivant pour les enfants. C'est une création à part entière et je souhaite qu'elle soit reconnue comme telle, comme l'est la littérature pour enfants et pour adolescents. Elle a son propre langage poétique, elle a sa force. Et nous l'avons vu très largement au cours des 18 mois d'expérimentation de la Belle Saison pour l'enfance et la jeunesse. De ces expériences, pour que leur enseignement soit durable, nous avons fait naître Génération Belle Saison, le programme qui structurera notre politique en faveur de l'art vivant pour les jeunes et pour les enfants. D'autres initiatives vont voir le jour et se multiplier. Elles viendront compléter le mouvement en faveur de l'éducation artistique et culturelle, un mouvement massif que nous avons engagé depuis le début du quinquennat. Cette année, les crédits que nous lui consacrerons progressent de 35%. Ils atteindront 54,6 millions d'euros. Et j'invite ce matin chacun de vous, à s'associer à ce mouvement, car c'est ainsi que nous ferons grandir la vie culturelle de notre pays et que nous donnerons à chacun la possibilité d'y participer. Mesdames et messieurs, les attentes des Français après ces événements tragiques, nous obligent. En entendant tout à l'heure votre appel, je sais combien vous partagez avec moi cette nécessité de renouer avec l'urgence de l'essentiel. Je sais combien vous le partagez largement, puisque 20 de vos associations professionnelles l'ont signé, et j'en mesure la dimension historique. La réflexion que vous souhaitez engager sur des voies et expériences novatrices, sur les modèles collaboratifs, sur les droits, sur les pratiques culturelles, sur les transversalités nouvelles, rejoint la mienne. Nous serons avec vous pour en prolonger la discussion, notamment avec la Direction générale de la création artistique et sa nouvelle directrice, Regina Tchando, et je prends la balle au bond. Parce que le moment est venu d'affirmer la place de la culture dans la France que nous voulons. Je compte tenir au printemps, dans les territoires, de grandes assises de la culture. Elles rassembleront largement, je le souhaite, les artistes, les acteurs culturels, les collectivités territoriales. Je l'évoquerai très bientôt devant les membres du Conseil des collectivités territoriales pour le développement de la culture.
Parmi les chantiers que nous avons à ouvrir et à mener à bien, à réussir ensemble dans l'année qui vient, ces assises seront une étape essentielle, cruciale, parce qu'elles ouvriront l'avenir, parce qu'elles prépareront la place des arts dans le monde qui vient et de quelle façon tous les Français y auront accès. Le chemin que nous devons encore accomplir ne sera pas facile, mais en y travaillant ensemble, je sais que nous trouverons une voie de passage. Je nous souhaite donc en 2016 de poursuivre dans cet élan qui nous invite à jouer collectif entre les dangers qui nous guettent. Et je vous souhaite une année riche de rencontres et d'inventivité, une année où les œuvres et les artistes ne cesseront de vous surprendre. Je vous remercie.